plus en plus nombreux à notre rendez-vous santé du jeudi. Nous abordons rarement la chirurgie et l'ophtalmologie dans cette émission. Nous réparons aujourd'hui cette double lacune en recevant le docteur Jacques Laloum, chirurgien ophtalmologiste à la Fondation Rothschild et en libéral, auteur de Le glaucome, prévenir, dépister, traiter chez Odile Jacob. Nous allons profiter de sa présence pour comprendre les enjeux, les mécanismes, la surveillance, ou les traitements de cette maladie particulière, car volontiers insidieuse et pourtant dangereuse, et prodiguer bien sûr quelques conseils d'hygiène de vie essentiels. Et nous profiterons de sa présence pour dire un mot de deux autres maladies de l'œil, fort ennuyeuses et également fréquentes, la DMLA et la cataracte. Docteur Laloum, bonjour. Bonjour. Le glaucome est une maladie qui touche plus d'1 million de personnes en France. Oui, plus d'1 million de personnes en France, oui. On dit la moitié des cadras, 10% des septuagénaires. C'est une maladie qui on commence à en avoir avoir un risque à partir de 45 ans, mais ce risque est faible. En revanche, il va augmenter en étant multiplié par 2 tous les 10 ans. Donc, l'augmentation est exponentielle pour dépasser 5% à partir de 70-80 ans. Elle a une particularité, beaucoup ignorent qu'ils sont atteints. Voilà, c'est une maladie totalement insidieuse. Le glaucome nous vole la vue en silence, totalement en silence. On n'a aucun signe pour s'en rendre compte. On continue de voir aussi bien qu'avant. Et ce n'est que très très tard que la vision centrale est atteinte. On ne ressent aucune douleur. Ce qui se passe, c'est que peu à peu, des trous apparaissent dans notre champ de vision. Mais ces trous nous sont totalement invisibles. Et c'est seulement quand on essaie de les cartographier dans un examen médical... On va le voir tout à l'heure sur les examens, mais elle a comme autre particularité d'être dangereuse. Vous dites progressive, mais parfois dangereuse. Oui, dangereuse. Il faut distinguer deux sortes de glaucomes. Des glaucomes qui seront modérés, qui vont progresser très lentement, qui n'auront pas de handicap visuel. Mais en revanche, d'autres glaucomes qui peuvent aller jusqu'à la cécité. Et ces progresseurs rapides, il faut les dépister suffisamment tôt et les traiter. On va bien sûr insister dessus. Alors pour nos auditeurs, on va commencer par les modes de début. Alors dans votre ouvrage, vous racontez 4 histoires bien différentes, mais qui sont très instructives. Alors, l'histoire d'une bibliothécaire, à la vue jusque-là excellente, et qui a quelques difficultés pour déchiffrer des caractères trop petits. Voilà, elle va consulter juste pour une paire de lunettes, et l'ophtalmologiste, en faisant l'examen, va se rendre compte d'une anomalie de pression, va faire des examens complémentaires en étant inquiet devant l'aspect de son nerf optique. Il va donner un traitement, et les choses vont s'arrêter totalement grâce au traitement qui sera pris à vie, à tel point que on peut se demander même s'il y avait quelque chose, mais en faisant le champ visuel régulièrement, on s'aperçoit qu'il y avait une petite atteinte et que cette atteinte a été parfaitement stabilisée. Un autre mode de début, c'est celle d'un boulanger qui lit avec les loupes de sa femme et il a une impression de voile devant l'œil. C'est une histoire vraiment malheureuse. C'est un boulanger qui adore lire, qui est breton, et il a un glaucome particulièrement agressif dont il ne se rend pas compte, parce qu'il a emprunté des lunettes, donc il n'a jamais fait d'examen chez un ophtalmologiste. Il va consulter en se disant, malgré le changement de lunettes, je continue de voir toujours aussi mal. Il consulte en pensant qu'on va modifier simplement ça, et on s'aperçoit qu'il a un glaucome avec une atteinte visuelle qui est arrivée jusqu'au centre, et qui va même l'empêcher de conduire. Et cette atteinte, elle est définitive. Vous racontez qu'il a même failli écraser 2 enfants. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, mais... c'est parce que justement, ces trous dans la vision, dans le champ de vision, on ne s'en rend pas compte. Latéral, en périphérie, voilà, et donc, en conduisant, on ne se rend pas compte qu'on voit pas sur le côté, et tout à coup, on voit surgir beaucoup trop tard devant la voiture un enfant qu'on ne percevait pas dans notre champ de vision auparavant. 3e mode de début, une violoniste qui, là, ressent une douleur aiguë dans l'œil, et en ophtalmologie, voilà, selon mes connaissances, la douleur à l'œil, c'est quelque chose... Oui, c'est très particulier, mais alors pour le coup, c'est presque en fait pas un glaucome, ça s'appelait pendant très longtemps un glaucome aigu. En fait, c'est une crise aiguë de fermeture de l'angle. La pression monte énormément en très peu de temps. Là, c'était déclenché par un médicament qu'elle a pris pour guérir, pour soigner un rhume. Ce médicament a légèrement dilaté sa pupille, provoqué cette fermeture de l'angle. L'angle
l'iris vient se coller contre le filtre de l'œil, le liquide ne peut plus sortir, la pression monte de façon gigantesque, brutalement sur un œil, ça fait atrocement mal. On a quelques heures... Une douleur à l'œil, il faut consulter immédiatement. Ah oui, un œil rouge douloureux est toujours une urgence ophtalmologique. À l'inverse, quatrième histoire, bon, c'est une jeune femme sans symptômes et qui consulte sur les conseils de quelqu'un de sa famille. Voilà, une sœur aînée lui a intimé presque l'ordre d'aller consulter parce que son ophtalmologiste a diagnostiqué chez elle un glaucome. Elle demande à sa sœur, comme lui a conseillé l'ophtalmologiste, d'aller voir un ophtalmologiste pour un examen. L'examen ne donne rien de précis. Tout est limite. La pression est un petit peu élevée, mais pas vraiment anormale. Le champ visuel est normal, mais pas parfaitement. L'examen plus précis du nerf optique ne montre rien de précis, mais n'est pas totalement rassurant. On va mettre en place, sans affirmer le diagnostic, on va mettre en place un procédé de surveillance qui va nous permettre d'affirmer ou non le glaucome en utilisant une propriété particulière du glaucome, c'est une neuropathie optique progressive. Et cette progressivité, c'est un caractère essentiel pour bien mettre le diagnostic. Donc, au moindre doute... Progressive, docteur Laloum, mais insidieuse. Et oui, là, on comprend et c'est pour en lisant votre livre que les modes de début sont très protéiformes. Oui, très différents. Et le fait de mettre en place des examens de référence permet d'avoir un jalon et nous permet ensuite de faire le diagnostic parce qu'on voit une modification. Une modification qui apparaît, c'est la certitude diagnostique. Alors, on va voir les examens, mais auparavant, je voudrais, pour nos auditeurs, qu'on explique simplement l'anatomie de l'œil. Vous dites, c'est un merveilleux appareil photo. En fait, le rayon lumineux pénètre dans l'œil, traverse la cornée, passe par la pupille, traverse le cristallin, et va vers la rétine voilà, et la macula. Il est convergé par la cornée et le cristallin, il est convergé sur la rétine, qui est un peu la plaque photographique de l'appareil photo, le capteur ça correspond au capteur dans un appareil photo. Mais ensuite, chaque récepteur conduit par une fibre l'information, et ces fibres se réunissent pour sortir de l'œil en formant le nerf optique. Ce nerf optique va aller jusqu'au cerveau transmettre les images. L'endroit de fragilité, le point où se produit le glaucome, c'est cette sortie du nerf optique, qui est la tête du nerf optique. Cette tête du nerf optique, elle est vulnérable. Ce que vous appelez la lame criblée, c'est le moment, exactement, c'est le moment où les fibres se réunissent, et c'est par cette lame criblée que les fibres sortent. Mais le glaucome en lui-même, c'est une hyperpression dans l'œil. C'est quoi cette hyperpression ? Alors, c'est effectivement l'hyperpression. Vous pouvez me corriger si jamais je dis c'est-à-dire qu'on a enlevé le mot de pression dans la définition du glaucome pour bien montrer qu'il existe des glaucomes avec une pression strictement normale. Mais effectivement, comme vous le dites, c'est la pression qui est le facteur de risque principal, et surtout, c'est le seul élément que nous savons traiter. C'est une production de liquide, en fait, oui, la pression. alors, c'est ça, voilà, parce que l'œil, l'humeur aqueuse, c'est ça. Exactement. L'œil, en fait, s'il n'était pas rempli de ce liquide, il serait mou comme un ballon dégonflé. Ce qui lui permet de donner sa forme, c'est comme un ballon en caoutchouc qui serait gonflé, c'est cette production d'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse s'accumule, elle donne sa forme à l'œil, et elle va ressortir par un filtre spécial qui est à l'avant de l'œil, en périphérie de la cornée, et qu'on appelle le trabéculum. Ce qui fait augmenter la pression, c'est une difficulté pour l'humeur aqueuse de sortir de l'œil, soit parce que le filtre est devenu imperméable. Vous expliquez dans votre livre, vous dites c'est jamais une pression trop élevée ou une production trop importante, mais c'est une gêne à l'écoulement. Voilà, c'est jamais trop produit. C'est exactement. C'est une gêne à l'écoulement, soit parce que le filtre peu à peu devient de mauvaise qualité et devient imperméable, soit parce que l'iris très proche du filtre de l'œil vient s'apposer contre ce filtre en obstruant ce filtre, en ne permettant plus à l'humeur aqueuse de sortir. Et vous dites dans votre livre, dans la majorité des cas, il n'y a pas de maladie de l'œil. Il y a juste ce problème d'écoulement. Mais c'est une atteinte de l'œil quand même. C'est une maladie, pour le glaucome le plus fréquent, qui est le glaucome à angle ouvert, où l'iris n'intervient pas. Cette
affection du trabéculum correspond à la maladie du glaucomateuse. Le trabéculum perd ses propriétés habituelles peu à peu. Alors, avant de développer le glaucome, j'ai promis à nos auditeurs qu'on évoquerait deux maladies qui sont des maladies très très fréquentes. Vous allez nous expliquer à quoi elles correspondent. La cataracte. Alors, la cataracte, c'est presque pas une maladie. Peu à peu, le cristallin devient de moins en moins transparent. Le cristallin, c'est la lentille. Voilà, c'est la loupe qui est derrière l'iris. Avec le temps, cette lentille devient de moins en moins transparente. C'est presque inéluctable. C'est inéluctable. Et même quand on a l'impression de continuer de bien voir, on voit bien, mais à condition d'avoir un éclairage gigantesque et de regarder des choses très contrastées. Mais à partir d'un certain âge, dès que le contraste est insuffisant, peu à peu, on voit de moins en moins bien. Vous dites c'est la première cause de cécité dans les pays occidentaux. Oui, mais on peut la guérir. On la soigne sans difficulté. On la soigne, mais par un traitement chirurgical. Il n'y a pas de médicament. Non, on n'a aucun médicament qui permette de redonner cette transparence au cristallin. Mais en revanche, on sait maintenant l'opérer de façon très très simple. Il ne faut pas parler d'opération banale parce que toute opération comporte des risques et c'est une opération qui demande qui a nécessité de développer une technologie très pointue, mais on sait maintenant l'opérer en une dizaine de minutes. On ne retire pas tout le cristallin, on garde l'enveloppe du cristallin, on retire tout ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe, et dans cette enveloppe qu'on a conservée, on glisse une lentille en plastique. On la glisse par un tout petit orifice parce qu'on l'entre toute pliée et elle se déplie dans l'enveloppe. Et elle permet de restituer la vue de façon quasi parfaite. Voilà, une intervention qui dure peu de temps, mais pas une petite intervention. Il ne faut pas parler de petite intervention, ni pour le chirurgien, ni pour le patient. Par contre, l'autre maladie, elle, est plutôt médicale. Oui. La DMLA. Donc voilà, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, on a expliqué tout à l'heure, la macula, c'est sur la rétine. Voilà, c'est juste au centre de la rétine, c'est presque grand comme une tête d'épingle, mais c'est ce qui nous permet d'avoir l'acuité visuelle. Tout le reste nous sert à diriger notre vue à un point précis, mais c'est juste le centre de l'œil qui nous permet vraiment de déchiffrer les lettres. Parce que tout à l'heure, vous disiez la cataracte, elle est presque inéluctable, et la dégénérescence également, ou moins? Non, elle n'est pas inéluctable. En revanche, comme on vit de plus en plus vieux, on a de plus en plus de risques d'avoir cette DMLA avec deux formes. Une forme humide où des néovaisseaux, des nouveaux vaisseaux se produisent. Et cette forme, pendant longtemps, on ne savait pas la traiter. Depuis quelques années, on a des substances qui empêchent la création de ces nouveaux vaisseaux. Ça demande des injections à l'intérieur de l'œil, des injections répétées, mais grâce à ces traitements-là, on arrive à stabiliser les choses et les progrès permettent de peu à peu faire de moins en moins d'injections, de pouvoir espacer les injections. C'est de la science-fiction, les rétines artificielles. J'ai lu un article. Il y a déjà des publications comme vous l'avez lu, mais pour l'instant, c'est réservé à des cas absolument extrêmes. Maintenant, alors l'autre forme, c'est la dégénérescence sèche, qui est une atrophie progressive, pour lesquelles on commence à avoir des pistes pour le traitement, mais pas vraiment de traitement. Oui, ça veut dire que les piqûres, en fait, sont réservées à la forme humide et à partir du moment où on n'est plus en forme humide, il y a moins besoin d'injection, c'est ça? Oui, et on pense qu'on va bientôt développer des traitements, mais on n'en a pas pour l'instant. En revanche, il faut savoir que le tabac est un facteur favorisant et que dans certains cas, donner des compléments alimentaires dans des formes où on a l'impression qu'il risque d'apparaître une DMLA, ces compléments alimentaires permettent de retarder l'affection. Vous aimez bien, les ophtalmos aiment bien les vitamines, les antioxydants, les oméga 3. Nous aimons tous les oméga 3 et les antioxydants. En revanche, pour le glaucome, j'insiste dans mon livre pour dire qu'il n'existe pas de complément alimentaire qui ait fait une preuve quelconque dans le glaucome. Voilà. Il faut sûrement manger sainement, mais... Alors on revient donc sur les facteurs de risque du glaucome, puisque l'émission est quand même consacrée au glaucome. Oui. Votre ouvrage est consacré au glaucome. Il y a des facteurs donc favorisants, on va dire, des facteurs généraux. Vous dites l'hérédité, un antécédent familial, ça multiplie par 3 le risque. Oui, que ce soit pour les glaucomes par fermeture de l'angle où l'iris vient se coller contre le filtre de l'œil, ou que ce soit le glaucome à angle ouvert, qui est de très loin le glaucome le plus fréquent en France, avoir quelqu'un dans sa famille, avoir des gens dans sa famille atteints, augmente considérablement le risque. Et donc,
la règle, c'est quand on apprend qu'on a un glaucome, de dire à toute sa fratrie, on m'a diagnostiqué un glaucome, ce qui est pas grave, c'est des maladies sérieuses, mais qu'on sait traiter. On peut tout à fait le dire, on m'a diagnostiqué un glaucome, allez voir votre ophtalmologiste en disant, mon frère, ma sœur a un glaucome, et dans ces cas-là, on va faire un examen très attentif, et éventuellement, au moindre doute, comme pour la quatrième patiente dont j'avais parlé, poser un jalon en ayant une base de référence qui va nous permettre de faire un diagnostic très tôt, même si il n'y a encore aucun signe. Deux curiosités parmi les facteurs favorisants, le sexe ratio. Donc on apprend que les femmes sont 3 fois plus touchées. Oui, particulièrement pour les glaucomes. Les glaucomes par fermeture de l'angle. On ne sait pas bien si c'est à cause des paramètres simplement biométriques ou s'il y a d'autres facteurs, mais dans les glaucomes par fermeture de l'angle, le fait d'être une femme est un facteur de risque. Et sur l'origine ethnique, vous dites c'est 3 à 5 fois plus élevé chez les Africains, les Caribéens, les Hispaniques, les Chinois, plus que les Caucasiens. Oui. Alors, pour le glaucome par fermeture de l'angle, tout l'extrême, les patients d'origine asiatique, notamment d'Extrême-Orient, ont un œil dont le segment antérieur est plus petit. Oui. Et eux ont un risque nettement plus important de glaucome par fermeture de l'angle. Et pour ce qui est des glaucomes à angle ouvert, effectivement, les patients, notamment d'origine afro-caribéenne, ont un risque plus élevé. Et c'est un glaucome qui survient souvent plus tôt. Alors, d'autres facteurs, là, qui sont les facteurs classiques, qui sont le diabète de type 2, qui sont l'hypertension artérielle. Mais j'insiste sur un facteur essentiel, l'âge. Plus on avance en âge, comme on l'a dit au début, plus le risque est important. Et il n'y a pas un moment où on dit, est-ce que j'ai un glaucome? Non, j'ai pas de glaucome, bah, très bien. Non. Le risque, il va doubler tous les 10 ans. Donc, il faut régulièrement être suivi, puisqu'il est totalement insidieux, pour régulièrement avoir une nouvelle mesure de la pression intraoculaire et régulièrement avoir un examen du nerf optique qui va permettre d'attirer l'attention de l'ophtalmologiste. Suivi à partir de quel âge, docteur Laloum? On va dire 40, 45 ans, voilà, c'est ça? À partir du moment où on a habituellement besoin de lunettes pour voir de près. Alors, il y a 4 examens qui sont les examens principaux. Donc la mesure de la pression intraoculaire, mais vous dites à la fois elle varie dans la journée, et puis il y a des patients qui ont une pression normale alors qu'ils ont un glaucome. Voilà, exactement. Un glaucome, même un patient qui a un glaucome à pression élevée et qui vient consulter par hasard pour des lunettes, on a une chance sur 2, le jour de l'examen, de lui trouver une pression strictement normale. Et donc, je pense même qu'il faut, avant même de mesurer la pression, examiner le nerf optique pour ne pas l'examiner en se disant « ce patient a une pression normale, j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps à dépister quelque chose ». On regarde son nerf optique, on voit s'il nous inquiète, avant même de mesurer la pression. Mais pour voir le nerf optique, c'est le fond d'œil, c'est ça? Voilà, le fond d'œil, et au moindre doute, le fond nous permet d'examiner correctement la tête du nerf optique, et au moindre doute, on a des examens complémentaires beaucoup plus fins qui nous permettent de mieux examiner ce nerf optique. Là, vous parlez du fond d'œil, et le champ visuel sert à quoi? Alors, le fond d'œil et l'OCT voient la structure du nerf optique. Le champ visuel, il apprécie le fonctionnement du nerf optique, parce que parfois des fibres commencent à souffrir sans avoir encore disparu. Et le champ visuel va nous montrer des déficits qui apparaissent peu à peu. Alors, les examens permettent de porter un diagnostic plus précis. Vous dites il y a 4 cas, finalement. Il y a un glaucome secondaire à une maladie de l'œil. Il y a le glaucome par fermeture de l'angle. Là, vous l'avez expliqué plusieurs fois. Vous allez peut-être nous le détailler. Il y a l'angle ouvert et le glaucome à la pression normale. Est-ce que cette idée des glaucomes à angle fermé ou qui seraient peut-être sur lesquels il faudrait faire plus attention que les angles ouverts? Alors, en France, il y a seulement 1/10 des glaucomes qui sont par fermeture de l'angle. Mais c'est une notion très importante, parce que ces glaucomes par fermeture de l'angle, on peut en partie les prévenir si on voit très tôt, alors que le patient a encore une pression strictement normale. Si on voit que son iris a tendance à s'approcher trop près du filtre de l'œil, on peut faire certains examens pour le vérifier, et éventuellement, on a des traitements à proposer qui peuvent ralentir la survenue de la fermeture et ensuite du glaucome par fermeture de l'angle. Et il faut savoir que c'est une affection, cette fermeture, qui est évolutive. On n'a pas une fermeture de l'angle quand on a 20 ans parce qu'on a encore un cristallin tout petit. Ce qui se passe simplement, c'est que quand on a un œil petit, ce cristallin, il va doubler d'épaisseur chez tout le monde
avec l'âge, mais ce doublement d'épaisseur de volume, quand il se produit dans un œil petit, il va pousser l'iris contre le filtre de l'œil et provoquer cette fermeture de l'angle entre l'iris et la cornée. Et donc, pousser l'iris contre le filtre de l'œil. Je vous posais la question, Dr Laloum, parce que sur beaucoup de médicaments, il est inscrit comme contre-indication glaucome. Donc, votre question c'est exactement ça. Quand un médecin voit risque de glaucome, quand le patient alors où le médecin ne prescrit même pas parce qu'il a la notion il y a un glaucome. En pratique, quand il y a écrit sur un médicament contre-indiqué en cas de glaucome, ça veut dire en fait contre-indiqué en cas de risque de fermeture de l'angle. À part les corticoïdes qui peuvent augmenter la pression en diminuant la perméabilité du filtre du trabéculum, les médicaments où il y a écrit contre-indiqué en cas de glaucome sont des médicaments qui ont un effet mydriatique. Ils dilatent la pupille et donc peuvent provoquer cette fermeture de l'angle. Mais en pratique, où il existe réellement ce risque, et dans ce cas-là, on sait traiter le patient en faisant un petit trou dans l'iris, on supprime ce risque de fermeture aiguë, et dans ce cas-là, tous les médicaments sont autorisés, où il n'y a pas ce risque, et dans ce cas-là, on peut prescrire les gouttes. Le traitement du glaucome, c'est donc des médicaments, des collyres Alors, on a d'abord, ça dépend le cas de glaucome par fermeture de l'angle ou de glaucome à angle ouvert, mais dans le cas le plus fréquent, qui est le glaucome à angle ouvert, on a deux choix pour commencer, soit des collyres, qu'on met généralement même une seule fois par jour, soit éventuellement un laser. On a un laser à notre disposition qui provoque une réduction immunologique grâce à laquelle la perméabilité du filtre réaugmente. Et cette action ne dure pas tout le temps, toute la vie. Après 5 ans, elle peut s'estomper, mais on peut retraiter si le premier laser a été efficace. Donc on peut commencer par laser ou par les gouttes. Et après les gouttes, on peut, si on a besoin d'augmenter le traitement, ajouter aux gouttes le laser. Si c'est insuffisant, on a à notre disposition des opérations. On a maintenant des opérations qui sont modérément invasives, qui donnent moins de risques, mais qui sont moins efficaces que les opérations classiques, qui restent les opérations standards, qui sont ce qu'on appelle la chirurgie filtrante. Elle consiste à faire un petit trou pour permettre au liquide de sortir, l'humeur aqueuse de sortir de l'œil et venir sous la conjonctive. Voilà, bien évidemment, il y a dans votre livre des conseils d'hygiène de vie qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui. Vous voyez, un entretien, ça passe vraiment très très vite. On va donc conclure. Alors, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un, mais plusieurs glaucomes et qu'il est important de faire un dépistage précoce. Oui, des consultations quand on a besoin de lunettes, avec un examen attentif, se souvenir que le glaucome, c'est une maladie totalement insidieuse. Une maladie qui ne guérit pas, mais dont on ralentit l'évolution. Dont on sait ralentir pratiquement le plus souvent l'évolution. Et avec une participation active du patient, qui doit accepter le suivi, qui doit savoir qu'on ne guérit pas, mais qu'au prix d'une surveillance et d'un traitement adapté, la plupart du temps, on n'a aucun handicap visuel. Docteur Laloum, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le glaucome, prévenir, dépister et traiter, chez Odile Jacob. Merci Docteur Raphaël.